Avec la mort de Dillinger, la place de l'ennemi public numéro 1 fut rapidement occupée par Lester M. Gillis, alias Babyface Nelson. Babyface est né sous le nom de Lester M. Gillis le 6 décembre 1908 à Chicago, dans l'Illinois. Il traînait dans les rues de Chicago avec une bande de jeunes voyous pendant son adolescence. Et à l'âge de 14 ans, il était déjà un voleur de voitures accompli et avait été surnommé Babyface par les membres de sa bande en raison de son apparence juvénile. La première carrière criminelle de Nelson comprenait le vol de pneus, la gestion d'alambics clandestins, la contrebande d'alcool et le vol à main armée. En avril 1934, Nelson, Helen Gillis et Jean-Paul Chase sont allés à Chicago, dans l'Illinois, où ils ont rejoint le gang de Dillinger. L'inspecteur Samuel P. Cowley, du bureau du FBI à Chicago, avait été chargé de rechercher Nelson. Le 27 novembre 1934, Cowley a été informé que Nelson avait été vu au volant d'une voiture volée. 2 agents spéciaux ont repéré le véhicule près de Barrington, dans l'Illinois. Nelson a contourné la voiture des agents et Chase a tiré 5 coups de fusil automatique sur la voiture des agents. L'un des agents a riposté et une balle a percé le radiateur de la voiture de Nelson, la rendant partiellement hors d'usage. L'inspecteur Cowley et l'agent spécial Herman Edward Hollis sont arrivés dans un autre véhicule et ont commencé à poursuivre Nelson et Chase. Soudain, Nelson a quitté la Northwest Highway, à l'entrée du parc Northside à Barrington, dans l'Illinois, et s'est arrêté. Avant que Cowley et Hollis ne sortent de leur voiture, Nelson et Chase ont ouvert le feu sur eux avec des armes automatiques. L'agent spécial Hollis a été tué lors de la fusillade, qui n'a duré que 4 ou 5 minutes. L'inspecteur Cowley, grièvement blessé, est mort tôt le lendemain. Nelson, également grièvement blessé, a été aidé par Chase à monter dans l'automobile de Cowley. Helen Gillis était dans un champ pendant la fusillade. Elle a sauté dans le véhicule officiel conduit par Chase pour fuir. Babyface Nelson est mort vers 8 heures du soir ce jour-là, à la suite d'un appel téléphonique anonyme. Les agents du FBI ont retrouvé son corps le lendemain près du cimetière de Niles Center dans l'Illinois. Bonnie Parker et Clyde Champion Barrow se sont rencontrés au Texas en janvier 1930. À l'époque, Bonnie avait 19 ans et était mariée à un meurtrier emprisonné. Clyde avait 21 ans et n'était pas marié. Peu de temps après, il a été arrêté pour cambriolage et envoyé en prison. Il s'est évadé avec une arme que Bonnie lui avait fait passer, puis il a été repris et renvoyé en prison. Clyde a été libéré sur parole en février 1932. Il a retrouvé Bonnie et a repris sa vie de criminel. Ivan M. Buck Barrow, le frère de Clyde, a été libéré de la prison d'État du Texas le 23 mars 1933 après avoir reçu une grâce totale du gouverneur. Il a rapidement rejoint Clyde, amenant sa femme Blanche, ce qui portait le groupe à 5 personnes. Cette bande s'est lancée dans une série de braquages audacieux qui ont fait la une des journaux à travers le pays. Ils ont échappé à la capture lors de diverses confrontations avec la police. Cependant, leurs activités ont rendu les efforts des forces de l'ordre pour les arrêter encore plus intenses. Lors d'une fusillade avec la police dans l'Iowa le 29 juillet 1933, Buck Barrow a été mortellement blessé et Blanche a été capturée. Bonnie et Clyde ont continué ensemble. Le FBI et les forces de l'ordre locales, en Louisiane et au Texas, se sont concentrés sur l'arrestation de Bonnie et Clyde, qu'ils croyaient fortement être dans la région. On a appris que Bonnie et Clyde avaient organisé une fête à Black Lake, en Louisiane, dans la nuit du 21 mai 1934, et qu'ils devaient revenir dans la région 2 jours plus tard. Avant l'aube, le 23 mai 1934, une équipe composée de policiers de Louisiane et du Texas, dont le Texas Ranger Frank Hammer, s'est dissimulée dans les buissons le long de la route près de Sale, en Louisiane.
Aux premières lueurs du jour, Bonnie et Clyde sont apparus dans une automobile et lorsqu'ils ont tenté de s'enfuir, les policiers ont ouvert le feu. Bonnie et Clyde ont été tués sur le coup. Le matin du 17 juin 1933, un massacre commis devant la Gare Union de Kansas City, dans le Missouri, a choqué l'opinion publique américaine et l'a rendue consciente de la gravité des problèmes de criminalité dans le pays. Les meurtres qui ont coûté la vie à 4 agents de la paix et à leurs prisonniers sont aujourd'hui connus sous le nom de massacre de Kansas City. Le massacre de Kansas City impliquait la tentative de Charles Arthur, Pretty Boy, Floyd Vernon Miller et Adam Richetti de libérer leur ami Frank Nash, un prisonnier fédéral. Les 3 survivants, les agents Smith et Lackey, ainsi que l'agent spécial responsable Vetterli, ont rapporté que l'assaut a duré environ 30 secondes. Ils n'étaient pas certains si 3 ou 4 hommes armés avaient emmené l'assaut. Selon leur récit, il était clair que 2 policiers de Kansas City ont été tués sur le coup. Quelques secondes plus tard, Frank Nash et le chef Reed ont été tués à leur tour, puis l'agent Caffrey, qui a été transporté à l'hôpital et déclaré mort à son arrivée. Pendant l'année suivante, Floyd et Richetti ont parcouru le pays en cavale avec leurs petites amies. Par une soirée humide et brumeuse du 20 octobre 1934, peu de temps après que Folsom ait traversé la frontière de l'Ohio, Floyd a percuté un poteau téléphonique avec leur voiture. Floyd et Richetti ont campé à proximité pendant que les femmes allaient chercher à réparer la voiture. Les hommes ont finalement été repérés et les forces de l'ordre ont été appelées. Richetti a été rapidement capturé, mais Floyd s'est enfui à pied. Fuyant les policiers à ses trousses, Floyd a zigzagué à travers une ferme en direction d'un groupe d'arbres. Les 8 agents des forces de l'ordre l'ont suivi, lui ordonnant de s'arrêter. Floyd a regardé derrière lui pour voir la poursuite quand des coups de feu ont éclaté. « C'est fini pour moi, tu m'as touché 2 fois. » Floyd est tombé. Alors qu'il était allongé en train de mourir, Floyd a été interrogé. Il a admis son identité, mais pas grand-chose d'autre. Il a sombré dans l'inconscience et est mort peu après. Pour le Bureau of Investigation, à seulement 6 mois d'être renommé le FBI, la fusillade était la suite d'une année bien remplie à lutter contre les gangsters. En 1934, des ennemis publics notoires tels de l'eau comme John Dillinger, Pretty Boy Floyd et Babyface Nelson étaient tendés tomber sous les balles des agents du bureau. À l'approche de 1935, la priorité absolue était de mettre hors d'état de nuire un gang dangereux dirigé par le rusé Alvan, le sinistre Karpis et une paire de frères Barker. Le gang attira l'attention du bureau par 2 enlèvements très médiatisés. La seconde visait un riche banquier nommé Edward George Bremer Jr., qui fut enlevé à Saint Paul dans le Minnesota, le 17 janvier 1934. Bremer fut libéré 3 semaines plus tard, après que sa famille eut payé une rançon de $200 000. Bien qu'il n'ait pas pu identifier les coupables, Bremer fournit de nombreux indices. Une avancée décisive eut lieu lorsque l'empreinte digitale d'Arthur Doc Barker, un criminel connu, fut retrouvée sur un bidon d'essence vide, découvert par un policier local le long de l'itinéraire de l'enlèvement. Bientôt, plusieurs complices de Barker, dont son frère Fred Karpis, Harry Campbell, Fred Goetz, Russell Gibson, Volney Davis et d'autres, furent étauliers au crime. La chasse était lancée, mais le gang avait une longueur d'avance. Ils s'étaient dispersés, traversant le pays dans tous les sens, certains fuyant même à Cuba. 3 d'entre eux sont même allés jusqu'à subir des opérations de chirurgie esthétique clandestine pour dissimuler leurs empreintes digitales et leur identité. D'autres se sont échangés le butin de la rançon et ont cherché des moyens de blanchir les billets.
Fin septembre, Fred Barker et Campbell se sont enregistrés sous de faux noms à l'hôtel El Commodore à Miami. Avec eux se trouvait la mère de Fred, Kate Ma Barker, connue pour aider ses fils criminels, mais qui n'était pas le cerveau criminel que les médias prétendaient en. Karpis avait déclaré: L'histoire la plus ridicule des annales du crime est que Ma Barker était le cerveau du gang Karpis Barker. Elle n'était pas une chef de criminels, ni même une criminelle elle-même. Aucune photo de police ni empreinte digitale n'a été prise de son vivant. Elle savait que nous étions criminels, mais n'a participé qu'à une seule tâche. En voyage, nous étions comme une mère avec ses fils. Quoi de plus innocent? Merci de regarder. Pour nous aider à créer plus de contenus historiques, aimez, commentez et partagez cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour faire vivre l'histoire.